Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actu et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors vous le savez, avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le sujet des tiques qui revient chaque année avec les beaux jours. Pourtant, on sous-estime encore souvent les risques réels. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et tous. En effet, la tique est un acarien hématophage de la même famille que les araignées. Son problème, c'est qu'elle est vectrice de nombreux agents pathogènes, notamment d'une bactérie responsable de la maladie de Lyme. On estime qu'environ 15% des tiques en France sont porteuses de cette bactérie, avec des variations régionales importantes allant de 5 à 35% selon les zones boisées. Et ce sont surtout les enfants qui semblent les plus vulnérables, non ? Absolument, les enfants sont particulièrement exposés en jouant au sol. En été, ils sont souvent jambes nues, ce qui favorise les points d'accroche pour la tique, notamment dans les herbes hautes, les sous-bois et les broussailles. Ce sont autant de milieux humides et ombragés qui constituent un habitat idéal pour les tiques. La tique ne vole pas, ne saute pas. Elle attend sur un brin d'herbe, puis s'accroche à un hôte au passage. Elle cible principalement les plis, creux, peupliers, aines, aisselles, cuir chevelu. Et alors, comment fait-on pour s'en prémunir ? Quels sont les bons réflexes à adopter avant une promenade ou une sortie en nature ? C'est justement un point fondamental. La prévention passe par une combinaison de mesures simples mais efficaces. D'abord, porter des vêtements couvrants, pantalons longs, manches longues, chaussettes montées sur le bas du pantalon. Cela crée une barrière physique. 2. Privilégier les couleurs claires. Elles permettent de repérer plus facilement une tique avant qu'elle ne s'installe. 3. Utiliser des répulsifs cutanés. Ces produits sont efficaces entre 4 et 8 heures selon la formulation. Attention cependant aux contre-indications chez les enfants de moins de 30 mois ou les femmes enceintes. En 4, évitez de marcher dans les herbes hautes, restez au centre des sentiers balisés. Et enfin, inspectez soigneusement tout le corps au retour, notamment les zones de plis et les parties chaudes et humides, arrière des genoux, aisselles, aines, nombril, lisière du cuir chevelu et derrière les oreilles. Et pour les enfants ? Même principe, il faut leur apprendre à se protéger comme les adultes. Pantalon dans les chaussettes, inspection en rentrant, application de répulsifs sur les zones découvertes. En cas de morsure, le retrait de la tique doit être immédiat avec un tire-tique. Ne jamais endormir la tique avec de l'alcool ou la brûler. Cela peut provoquer une régurgitation de salive potentiellement infectée. Une morsure de tique n'entraîne pas systématiquement une infection. Le risque augmente au-delà de 12 à 24 heures de fixation. Un érythème migrant apparaît dans environ 50% des cas. Une inspection corporelle après chaque sortie en nature est primordiale. Justement, l'érythème migrant est souvent cité comme un signe d'alerte. Mais est-il toujours présent ? Non, et c'est là toute la complexité. L'érythème migrant, une plaque rouge qui s'étend en anneau autour de la morsure, n'est visible que dans un cas sur 2. Il peut aussi apparaître plusieurs semaines après l'exposition. D'autres signes sont moins spécifiques. Fièvre modérée, maux de tête, douleurs articulaires diffuses, fatigue inhabituelle. D'où la difficulté de diagnostic, surtout en l'absence de souvenirs de morsure. Peux-tu nous expliquer les différentes phases cliniques de la maladie de Lyme ? Bien sûr, la maladie évolue en 3 phases, parfois séparées par des périodes asymptomatiques. La phase primaire, dite localisée, apparition de l'érythème migrant entre 3 et 30 jours, souvent accompagnée de fièvre, céphalée et des douleurs musculaires. Phase secondaire, dite disséminée, survenue des semaines à mois plus tard. On peut observer des manifestations articulaires, neurologiques, paralysie faciale, méningite lymphocytaire, voire cardiaque. Phase tertiaire, dite chronique, parfois plusieurs années plus tard. On parle alors d'arthrite persistante, troubles neurologiques sévères, lésions cutanées atrophiantes. Le diagnostic est alors extrêmement complexe car les symptômes peuvent mimer d'autres pathologies chroniques comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie. En fonction des stades, nous avons des outils. En phase 1, la présence d'un érythème migrant de plus de 5 cm suffit à poser le diagnostic. On n'effectue pas de sérologie à ce stade, car les anticorps apparaissent tardivement. En revanche, en phase secondaire ou tertiaire, on utilise des tests sérologiques en 2 étapes. ELISA, puis Western blot.
Attention cependant, leur fiabilité est relative et certains patients restent séronégatifs malgré une infection réelle. D'autres peuvent rester séropositifs après guérison, ce qui complexifie l'interprétation des résultats. Et quand commence-t-on le traitement? Dès qu'un tableau clinique est évocateur, surtout en présence d'un érythème, le traitement repose exclusivement sur une antibiothérapie. Un mot sur les formes dites chroniques de Lyme? Controversé, le HCSP ne reconnaît pas de persistance infectieuse après traitement bien conduit. En revanche, un syndrome post-Lyme est admis, associant douleurs diffuses, asthénie, troubles neurocognitifs. Il nécessite une prise en charge multidisciplinaire, souvent pluriannuelle, centrée sur les symptômes. Et concernant les animaux domestiques? Les chiens et chats peuvent transporter des tiques jusque dans les maisons. Il faut les protéger avec des antiparasitaires adaptés et les inspecter régulièrement. De plus, une étude récente de CITIC montre que les piqûres animales précèdent celles des humains de 3 à 4 semaines, ce qui en fait de bons indicateurs précoces de risque. Justement, parlons de l'application Signalement TIC, un outil peu connu mais très utile. Oui, lancé en 2017 par l'INRAE, le programme participatif CITIC, cette application permet aux citoyens de signaler les morsures de tiques. Elle alimente une base de données nationale consultée par les chercheurs et a déjà permis de cartographier plus de 23 500 piqûres. Elle permet aussi d'envoyer les tiques à analyser qui sont conservées dans la Ticothèque de Nancy, un outil unique au monde. 15% des tiques analysées sont infectées par Borrelia. 33% des piqûres surviennent dans des jardins ou parcs urbains, pas seulement en forêt. L'application permet désormais de gérer plusieurs profils, familles, animaux, sur un même compte. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail le cycle de vie des tiques? Excellente question. Le cycle de vie d'une tique s'étend généralement sur 2 à 3 ans et comprend 3 stades successifs: larve, nymphe et adulte. À chaque stade, la tique doit prendre un repas de sang pour évoluer. Elle s'alimente une seule fois par stade, ce qui signifie qu'au cours de sa vie, elle peut piquer jusqu'à 3 hôtes différents. Et à chaque piqûre, le risque de transmission est présent? Oui, surtout à partir du stade de nymphe. C'est à ce stade qu'elle est la plus dangereuse car sa taille est minuscule, moins de 2 mm, la rendant pratiquement invisible. Elle peut se fixer sans qu'on la détecte. Si elle a acquis Borrelia au stade larvaire, lors d'un repas sur un rongeur porteur, elle peut la transmettre dès son stade nymphal. Il faut savoir que les tiques ne vivent pas sur les hôtes en permanence. Elles passent la majorité de leur temps dans l'environnement. Elles affectionnent les milieux boisés, humides, riches en feuillage, mais on les retrouve aussi dans des lieux semi-urbains, comme les haies de jardin ou les parcs. Elles grimpent sur les herbes ou les feuilles basses et attendent le passage d'un hôte pour s'y accrocher. Tu évoquais les rongeurs. Quel rôle jouent-ils dans la prolifération des tiques, Sophie? Les petits mammifères comme les mulots ou les campagnols sont des réservoirs naturels de Borrelia. Ils ne tombent pas malades mais hébergent la bactérie qui est ensuite transmise à la tique lors du repas de sang. Les grands cervidés, en revanche, comme les chevreuils, servent de transporteurs. Ils abritent beaucoup de tiques mais ne transmettent pas la bactérie. Donc on comprend que le risque est d'autant plus élevé dans les zones riches en faune sauvage. Exactement. Il faut ajouter à cela un facteur aggravant, le réchauffement climatique. Des hivers plus doux et des printemps plus longs favorisent la survie hivernale des tiques et allongent leur période d'activité. Résultat, la fenêtre de risque s'étend désormais de février à novembre, avec un pic entre mai et juillet. Alors ce que je retiens, c'est que la prévention reste notre meilleure arme. Mais est-ce que tu peux nous parler du rôle écologique des tiques? Ont-elles un intérêt dans l'écosystème ou sont-elles uniquement nuisibles? C'est une question rarement abordée, mais pertinente. Les tiques participent à la régulation des populations animales. En tant que parasites, elles influencent les comportements de leurs hôtes. Par ailleurs, leur présence permet d'évaluer la biodiversité d'un milieu. Un écosystème riche en tiques est souvent un écosystème très diversifié. Enfin, elles jouent un rôle dans le cycle des agents pathogènes en nature. Ce n'est pas très sexy, mais scientifiquement, c'est fascinant. Oui, donc les éliminer complètement n'est ni réaliste, ni forcément souhaitable. Exactement. L'objectif n'est pas l'éradication, mais la gestion du risque. Cela passe par une sensibilisation accrue, l'adoption de bons gestes préventifs et une surveillance active. D'ailleurs, c'est le but du programme CITIC que nous avons évoqué.
Associer science et citoyenneté pour une meilleure compréhension et anticipation du danger. Grâce à la mobilisation de plus de 23 000 utilisateurs, l'application Signalémentique a permis d'identifier les zones de France les plus à risque, de suivre l'évolution du risque en temps réel et d'impliquer les familles, les scolaires, les vétérinaires dans une recherche participative inédite. Pour clore ce podcast, que dirais-tu à ceux qui pensent que ce n'est qu'un souci mineur, une maladie rare ? Je leur répondrai que la borréliose de Lyme est la première maladie vectorielle en France métropolitaine devant la dengue et le paludisme importé. Les cas sont en augmentation avec 70 000 nouveaux cas par an selon Santé publique France. Si elle est prise en charge tôt, la guérison est complète. Sinon, elle peut conduire à des années de douleurs chroniques, d'errance diagnostique et de traitements lourds. Oui, la nature est merveilleuse, mais elle mérite notre vigilance. Une inspection du corps, l'usage d'un répulsif peut faire la différence. Adoptez les bons réflexes et si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.